Salut la machine, j'espère que tu es toujours au top. Allez, on termine ce deuxième thème de seconde SVT en jeu contemporain de la planète dans la partie géosciences et dynamique des sols. Dernier chapitre sur l'érosion et l'activité humaine. Vous êtes prêts? C'est parti! S'il est bien admis du grand public que l'homme exploite l'environnement, pour la plupart d'entre nous, cela correspond à exploiter les végétaux, les animaux et l'eau. On oublie bien souvent l'exploitation de surface, c'est-à-dire l'exploitation des produits d'érosion et des produits de la sédimentation. En effet, ces éléments vont permettre à l'homme de satisfaire nombreux de ses besoins. Parmi les produits de l'érosion, dans les solutions ioniques actuelles, l'homme va exploiter les eaux minérales pour sa santé, les eaux thermales également pour sa santé. Parmi les sédiments meubles actuels, nous allons tout d'abord trouver des sédiments fluviatiles avec en premier lieu les blocs, qui vont permettre de faire ce qu'on appelle des murs en moellon. Alors ici, vous avez un bloc de roche volcanique, mais ça peut être des blocs de roche calcaire par exemple. On va ensuite trouver les graviers de différentes tailles qui vont permettre de faire de la filtration des eaux, du terrassement, de l'enrobage de routes. On va se servir également des petits graviers mélangés à du sable pour faire du béton, du mortier, pour avoir des pièces préfabriquées, faire les bâtiments, des briques américaines, etc. Le sable, qu'il soit fluviatile ou marin, va servir également donc dans le béton et le mortier, mais va permettre également de faire des enduits de finition et va servir aussi dans les loisirs. On va utiliser le sable dans les manèges à chevaux, faire des plages artificielles. Ce sable peut également provenir de sédiments meubles passés qui ont été déposés et ce sont donc des produits de la sédimentation, comme par exemple le sable de Fontainebleau qui est connu, qui s'est déposé il y a 33 millions d'années, qui va être exploité pour les manèges à chevaux, les plages artificielles, mais également pour faire du verre. Parmi les sédiments meubles, on va trouver également de l'argile. Alors cette argile, il va y en avoir de plusieurs sortes, de plusieurs couleurs. Et avec l'argile, on va pouvoir faire des briques, des tuiles, des poteries, etc. L'homme exploite également les roches sédimentaires. Les roches détritiques, on va utiliser le conglomérat, le grès, qui sont des roches assez solides. Elles vont intervenir dans les bâtiments traditionnels. Dans les roches sédimentaires d'origine biologique, on va trouver notamment les roches riches en matière organique, comme le charbon, le pétrole, et également les roches biologiques riches en matière minérale, donc les calcaires polypiers, qui vont servir essentiellement à faire de la chaux. Parmi les roches sédimentaires physico-chimiques, le calcaire, qui est très utilisé en France métropolitaine dans le bâtiment, qui va être sculpté pour faire des briques, des pavés. On va trouver également le gypse, qui sert essentiellement à fabriquer du plâtre. Donc là, vous avez un cristal géant de gypse, un cristal que l'on appelle en fer de lance, parce que vous avez ici une pointe qui ressemble à une pointe de lance. Et enfin le sel, que ce soit le sel de la mer. Donc je vous rappelle que dans les marais salants, vous avez évaporation de l'eau et dépôt de sel. Ça va être le sel de table. Mais on peut trouver également ce qu'on appelle le sel gemme, c'est-à-dire du sel qui a été déposé par la mer, mais il y a très longtemps, qui se retrouve enfoui en profondeur. Soit on va l'exploiter à sec, donc dans des mines avec des galeries ou dans des mines à ciel ouvert. Soit on va injecter de l'eau, on va récupérer cette saumure qu'on va faire sécher pour récupérer du sel. L'homme a donc un impact sur le volume de roche naturellement déplacé. Chaque année, l'homme remue 30 milliards de tonnes de roches et l'industrie extractive en représente 17,8 milliards de tonnes. Au cours d'une vie de 70 ans, un Européen moyen consomme 3 160 000 kg de sable de gravier, 1 90 000 kg de pétrole, 140 000 kg de fer, 130 000 de sel, 16 000 d'alu, 12 000 de phosphate, 680 de cuivre, 600 de potasse, 300 de plomb, 343 de zinc. Vous allez me dire, il ne va pas acheter tout ça au supermarché. Non, mais pour vivre, ça sous-entend sa société. Donc pour fabriquer les routes, les immeubles, la bibliothèque, etc. Si toute la planète y est soumise, on distingue des zones pour lesquelles l'érosion peut être parfois limitée ou favorisée par l'homme, entraînant des risques importants pour les populations. Citons en premier lieu l'érosion des sols liée à la déforestation. En effet, la perte d'arbres qui ancrent le sol avec leurs racines cause une érosion intense par la pluie. En absence d'arbres, on observe la formation en surface du sol d'une cuirasse ferrugineuse et latéritique, c'est-à-dire riche en fer, qui diminue la rentabilité des parcelles. Les plantes ont du mal à rentrer leurs racines dans cette couche de terre très cuite. Le sol mis à nu est plus sensible à la pluie. Et c'est ce qu'on appelle l'effet splash. Si vous prenez un sol sablonneux rocheux, il va résister à la chute des gouttes d'eau. Par contre, vous prenez un sol argileux, comme celui-ci, faites tomber des milliards de gouttes d'eau brutalement dessus et vous allez avoir une déstabilisation de la structure du sol. Vous allez voir des particules très fines être projetées à chaque impact de gouttes,
désolidarisant ces particules du sol et les rendant plus facilement transportables par le ruissellement. Ainsi, chaque année, le Costa Rica perd 860 millions de tonnes de terre, l'Indonésie 770 millions de tonnes par an, et l'île de Madagascar a une perte en sol nettement plus importante. À elle seule, elle perd 3 millions de tonnes par an de sol. Cette perte est proportionnellement tellement importante que vue du ciel, cela s'observe. Vous avez ici une photo satellite prise au niveau de la station internationale et vous observez le delta de la rivière Betsiboka à Madagascar. Vous avez tout son bassin versant et vous voyez que vue du ciel, on a l'impression que Madagascar coule du sang. Cette terre latéritique rouge va donc se désolidariser du sol, être transportée par les ruisseaux jusqu'au fleuve, qui va déboucher dans la mer, tachant ainsi l'océan Indien. Le taux d'augmentation de la perte de sol après déboisement d'une forêt est important. En Côte d'Ivoire, sur les pentes sauvages, il va y avoir une perte de 0,03 tonnes par an et par hectare, contre 90 pour les pentes cultivées et 138 pour les pentes à nu. En plus de la perte d'une couche de sol cultivable, les débris causent des dommages aux projets hydroélectriques, aux installations industrielles dépendantes de l'eau, qui finissent par suspendre leur activité. La navigation fluviatile devient difficile, l'augmentation des sédiments surcharge les rivières qui étouffent les œufs des poissons, et arrivé à l'océan, l'eau trouble va favoriser le déclin des récifs coralliens, qui sont le milieu privilégié de reproduction des poissons, finissant ainsi par affecter la pêche côtière. L'érosion des sols est extrêmement coûteuse pour les pays en voie de développement. En plus des dégâts faits aux infrastructures, à la pêche, aux propriétés privées industrielles, l'érosion du sol diminue les productions agricoles, ne permettant plus ainsi de répondre aux besoins des populations. Nous avons parlé de l'érosion à l'intérieur des terres, mais qu'en est-il du littoral? L'érosion littorale est un fait avéré depuis l'existence des photographies aériennes et satellites. Ce phénomène naturel est dû aux vagues, est amplifié par les activités humaines. Regardez ce premier exemple sur l'île de la Réunion, où vous avez ici une plage qui a été photographiée en 1982. On voit très nettement qu'entre 1982 et 2015, le trait de côte, c'est-à-dire la limite entre la mer et la terre, a nettement reculé. Passons sur Géoportail pour avoir des vues satellites. Nous sommes ici en vue satellite de l'île de la Réunion et nous allons travailler sur la commune de Saint-Gilles, qui est réputée pour ses plages. Si nous passons en photo aérienne qui date des années 60-65, nous ne pouvons distinguer grand-chose. Faisons un zoom et rapprochons-nous de la plage. Nous allons travailler sur les plages de l'Ermitage, et particulièrement au niveau de ce qu'on appelle la passe de l'Ermitage. Nous sommes ici face à l'embouchure d'une petite rivière, en face de laquelle nous observons ce qu'on appelle une passe, c'est-à-dire un trou dans la barrière de corail, dû à l'apport en eau douce. Les coraux n'aiment pas l'eau douce et ne peuvent se développer dans une salinité trop faible. Quand on passe sur les images prises par avion dans les années 60, on retrouve la passe, on retrouve la rivière et on observe un dépôt de sable assez conséquent. Quand on repasse sur les photos satellites actuelles, on s'aperçoit que le dépôt de sable est nettement moins important qu'auparavant. Si on prend comme repère la petite route, nous allons pouvoir calculer le recul du trait de côte, c'est-à-dire la limite, la jonction entre la terre et la mer. Vous pouvez voir en bas à gauche l'échelle, c'est-à-dire que sur cette photographie, 1 cm correspond en réalité à 4264 cm. Si on place la règle sur la photographie des années 60 pour mesurer la distance entre la route et le trait de côte, on va trouver une distance sur la photographie de 3,5 cm, alors que sur les photographies actuelles, on va trouver une distance de 2,5. L'utilisation de l'échelle nous permet de calculer que dans les années 60, le trait de côte se situe environ à 14 mètres de la route, alors qu'aujourd'hui, il n'est plus qu'à 10 mètres. Il y a donc eu un recul du trait de côte. À quoi pourrait dû ce recul, cette érosion de la plage? Eh bien, tout simplement au phénomène naturel des vagues qui vont enlever les grains de sable et les user. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une station d'épuration qui draine les eaux usées de la ville et envoie de l'eau douce dans la rivière. Or, les coraux ont besoin d'un taux de sel dans l'eau, c'est-à-dire une salinité de 38 pour 1000. Or, avec les apports supplémentaires d'eau douce liés au traitement des eaux usées de la commune, la salinité de l'eau a baissé, diminuant le développement des coraux à l'origine du sable corallien, d'où une érosion plus rapide de cette plage. Si le trait de côte a essentiellement reculé par un manque d'apport en sédiments, on va observer un deuxième phénomène cumulatif, c'est ce qu'on appelle la subsidence de l'île. Sous le poids des infrastructures humaines, l'île va s'enfoncer. Et cela s'observe nettement au niveau du littoral. Pourquoi?
Côté sud, vous allez me dire, rajout d'apports magmatiques qui alourdissent l'île. Ok. Mais côté nord, est et ouest. Eh bien, l'évolution démographique de la Réunion est assez impressionnante. Si dans les années 60, il n'y avait que 350 000 habitants, aujourd'hui nous sommes à plus de 850 000 habitants. Or, cette île volcanique présente un relief très élevé, rendant impossible les constructions à l'intérieur des terres. Nous allons avoir une bande littorale fortement urbanisée. Alors, sous les nuages ici aussi, c'est très développé. La population se concentre donc sur le littoral, le surchargeant en construction, favorisant ainsi l'enfoncement du sol. À cela, rajoutez un réchauffement climatique qui provoque une élévation du niveau de la mer. Vous avez donc ici, à ce niveau-là, des terrains qui vont se retrouver sous le niveau de la mer. Vous aurez donc dans ces zones-là une érosion tellement importante que non seulement le trait de côte aura reculé, mais le niveau du sable aura nettement baissé. En témoigne cette photographie sur laquelle vous voyez le système racinaire d'un arbre qui est déchaussé. Ces arbres que l'on voit ici, ce sont des phyllaos. Ils poussent sur les côtes sablonneuses. Ils sont souvent utilisés pour stabiliser les dunes de sable et faire barrière au vent. Et grâce à eux, on reboise les zones littorales où peu d'espèces survivent aux conditions difficiles. Malgré la plantation de ces phyllaos, l'érosion a pris le dessus, en raison donc d'un manque d'apport en sédiments, de la subsidence de l'île et de l'élévation du niveau de la mer. Sur les grandes plages européennes, on va aussi remarquer une érosion littorale accélérée depuis 60 ans, au point que des logements doivent être évacués. Le cas de la résidence Le Signal de Soulac-sur-Mer est bien connu. Cette résidence a dû être évacuée en 2014 car elle menaçait de s'effondrer en raison de la disparition de la plage. Regardez le trait de côte comme il a reculé, près de 200 mètres en 40 ans. Pour limiter l'érosion des plages, l'homme a construit des digues. Dans ce cas de plage, c'est une plage siliceuse. Les grains de sable correspondent aux grains de quartz des granites érodés dans les terres. Ces grains de sable sont apportés par les fleuves. Si en France on a interdit le prélèvement de sable dans les rivières, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays du monde entier. Or, ce prélèvement de sable dans les rivières, la construction des barrages ont nettement diminué l'apport en sédiments sur les côtes, provoquant ainsi un recul du trait côtier conséquent et accéléré récemment par l'élévation du niveau de la mer. On peut donner comme autre exemple le fleuve Mékong, situé dans le sud-est de l'Asie, qui entre 2008 et 2012 a vu une extraction annuelle de sable de 27 millions de mètres cubes par an, dont 96% de sable. C'est 20 fois son flux annuel naturel. C'est donc une perte énorme pour le littoral. Il faut savoir que dans le delta du Mékong, ici, si on additionne le prélèvement de sable, la rétention de sédiments due aux multiples barrages qui se trouvent sur les 800 000 m² du bassin versant et le phénomène de subsidence dû au littoral surpeuplé, c'est l'équivalent d'un terrain de foot, soit 7 000 m², qui est passé sous le niveau de la mer chaque jour entre 2003 et 2012. L'érosion littorale sera donc la prochaine cause de migration et on verra apparaître une nouvelle catégorie de réfugiés, les réfugiés climatiques. C'est donc un paradoxe qui se joue ici. D'une part, les sols n'auront jamais autant été érodés à cause de la déforestation, augmentant la charge sédimentaire des fleuves, et d'autre part, les barrages et les réservoirs bloquent la dynamique sédimentaire et limitent l'apport des sédiments sur le littoral, favorisant ainsi son érosion. Avant l'activité humaine et les modifications majeures de l'environnement par l'homme, le flux total sédimentaire jusqu'aux océans était de 20 gigatonnes par an pour n'atteindre plus que 13 gigatonnes par an à la fin du XXe siècle, soit un tiers du flux naturel des sédiments qui est bloqué dans les retenues du monde entier.